Alors je voulais revenir sur la DS numéro 8, je l'ai filmé dans l'autre sens, donc je ferai une petite incrustation pour que vous voyez. Je trouve qu'il y a des choses, c'est comme tout, positives, des choses qui sont à mon sens négatives. Donc on va commencer en tout cas par les choses, je trouve, très positives sur ce véhicule. On va avoir un véhicule, donc c'est un 3008, on va dire, un peu plus gros. En termes de style, ça va ressembler, si on peut dire, à une 408, mais en un peu plus gros et un véhicule qui ressemble à la gamme DS. Donc moi, je trouve qu'en termes de style, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est assez joli. Alors, comme c'est très à la mode, un peu comme la 408, mais un peu plus gros, très fastback. Donc le gros problème de ce type de véhicule, ça a commencé avec les véhicules coupés comme ça. Il y a eu bien sûr les Audi A5, A7, et puis surtout par exemple ce qui est X6. Donc de l'extérieur c'est joli, mais c'est des véhicules qui sont pas forcément pratiques parce que à l'arrière, il n'y a pas forcément de place, ou en tout cas dès qu'on fait 1m70, 1m80, alors je te parle même pas d'1m90, eh bien des fois on ne tient même pas. Donc en fait on a des véhicules qui sont, encore une fois, fuyants, très coupé. Alors ça peut être intéressant pour l'autonomie. En très gros, l'argument c'est 750 km. Donc normalement ça va reprendre la grosse batterie du 3008 ACC, donc 98 kWh brut. 750 km pour une batterie aussi grosse, à mon sens, il n'y a rien de fantastique. On voit bien que les meilleurs en termes d'efficience, ça va être Hyundai, Tesla, et ils sont capables avec des plus petites batteries de faire pratiquement autant. Je l'ai déjà dit, alors ça va être un argument un petit peu, je suis désolé, soit pour les neuneux ou vraiment des personnes qui veulent absolument 500 km d'une traite sur autoroute, parce que sur national, aller faire franchement 700 km, c'est pas que ça n'a pas lieu, mais ça va être compliqué. Et encore une fois, cet argument ne veut rien dire, dans la mesure où sur l'autoroute, on ne pourra pas faire autant, et dès qu'on va avoir des jours qui sont relativement froids, bien sûr les 750 km ne sont pas atteints et pour le quotidien c'est pas utile. Donc ce véhicule, encore une fois, en termes de style, même à l'intérieur, intéressant. Sur la partie, on va dire, critique, déjà d'emblée au niveau des pneus, des goodyear. Donc je ne comprends pas en fait, pendant que les constructeurs chinois utilisent pratiquement que du Michelin pour un véhicule qui se dit français, d'ailleurs normalement il sera fabriqué en France, c'est à Sochaux. Moi, je trouve que c'est pas foufou. Donc voilà, lunettes très fuyantes, un véhicule un peu plus gros, plus volumineux donc qu'une 408, on se rapproche quand même des 5 mètres, une très grosse batterie, un véhicule qui reprend normalement et qui va reprendre, je crois que, je sais pas si les informations sont tombées dessus, mais c'est la STLA, donc médium. On sait très bien ce que ça donne sur le 3008, c'est des véhicules de plus de 2 tonnes, 2 tonnes 2, en termes de dynamisme, ça sera moyen. On est sur une traction 210 ou 230 chevaux, ça mériterait mieux. Alors après, il y aura une 4 roues motrices, mais là, on va parler de prix, et le rapport qualité-prix, il n'est pas déplorable, mais c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, je vais pas la durer pendant 10 ans. En fait, le titre, pour moi, c'est l'ancienne Citroën C6, donc DS. Finalement, c'était par rapport au modèle DS du temps du général de Gaulle, donc de Citroën, et ils ont repris donc ce modèle DS, si on peut dire, en faisant une marque, en commençant par la DS3. Donc là, la DS numéro 8, ça sera vraiment le summum. Tu as déjà la DS7 qui est assez grosse, et je te dis, ça reprend tous les traits. Par contre, entre un 3008 et toutes les zones marques qui vont reprendre cette plateforme STLA, là, on va être vraiment très élevé. Donc en termes de rapport qualité-prix, franchement, à mon sens, on aura bien mieux ailleurs. Donc là où ça sera intéressant, et ça sera ma conclusion en fait sur ce modèle-là par rapport à ce que je parlais donc de Citroën et de la C6, qui était avec des moteurs, des 2 litres assez nobles, il n'y avait pas de petits 4 cylindres, il y avait des 4 cylindres, mais 2 litres 2, le seul essence de mémoire, je crois que c'était un 3 litres, je suis pas sûr qu'il y avait à l'époque même un THP dedans, j'ai un gros doute. Donc 3 litres, moteur fait en collaboration avec Ford, 240 chevaux de mémoire, le 2 litres 7, biturbo, et le 3 litres aussi, donc toujours fait en collaboration donc avec Ford. Et donc, la seule différence qu'il y aura entre ce véhicule-là et grossièrement une C6, alors la décote, ça sera la même chose à mon sens, 60 000 €, ça va se bazarder au bout de 3, 4, 5 ans. Il faudra voir s'il y a des garanties par exemple de 8 ans comme éventuellement Peugeot. Après, il y aura la batterie qui sera garantie. Moi, c'est un véhicule pour le style, pour son côté quand même premium, qui m'intéresserait à la limite, à l'extrême, en occasion. Je pense que quelqu'un qui veut un véhicule différent, ça sera très intéressant. Et le côté donc positif, c'est-à-dire que quand tu avais un V6 essence ou diesel, quelque chose qui marchait plutôt bien,
en traction en plus, hein, il n'y avait pas de 4 roues motrices et je suis pas sûr qu'il y avait de l'hybride. Peut-être à un moment donné, vous me le direz en commentaire, il y a peut-être de l'hybride 200 chevaux, donc ce pseudo 4 roues motrices n'était pas super au niveau de la boîte de vitesse, et après il y a eu un diesel 180, mais je crois que déjà la C6 était cuit. Donc en prix, elle était très intéressante, mais ça coûtait cher quand même en entretien et en coût d'utilisation, puisque on va dire même essence diesel, on est très vite entre 8 et 10 litres, je ne parle même pas de l'essence, hein. J'avais un ami qui avait une 607 hein, en V6, ce V6, 3 litres, donc c'était entre 15 et 17 litres, et il était au GPL, etc., pratiquement 20 litres. Bref, donc en coût d'utilisation, on va être et on était, et surtout qu'on va être aujourd'hui sur ce type de véhicule C6, à pratiquement 2 € du diesel à 80, on va être aux alentours des 20 €, entre 15 et 20. Et à l'époque, de toute façon, on est entre 10, 12, voire 14 € de l'utilisation. Donc là, avec un véhicule qui va décoter tout autant, je pense, parce qu'il y aura une petite demande en l'achat neuf, et puis en occasion, il y en aura très peu. Donc je pense que ça va encore une fois suivre la C6, parce que Stellantis, PSA, Peugeot, Citroën n'a, comme Renault, je suis désolé, même avec Alpine, avec Renault Paris, machin bidule, ça n'a jamais marché, la Safran, l'Avantime, tout ce que tu veux, ils n'ont jamais réussi à pénétrer le marché du haut de gamme. Donc le gros avantage aussi, c'est d'avoir un 320 chevaux à terme de 4 roues motrices, et je pense que le haut du panier qui vaudra peut-être 60-70 000 €, hein, très certainement, s'arracher à 4 ans 50 000, 80 000 km à, on va dire, 20 000 €, je pense. Hein, ça va vraiment fortement baisser dans les premières années. Ça sera très intéressant parce que même en 4 roues motrices, même si c'est très lourd, on devrait être, sauf sur autoroute, à 20 kWh, même si on est à 15, mais 20 kWh à l'extrême. Les consommations chez Peugeot, j'allais dire PSA, Stellantis, sont plutôt assez bonnes. On le voit au niveau du 3008, enfin, c'est pas foufou, mais ça devrait pas s'envoler en kilowattheure. Et si on est toujours entre 10 et 20 centimes du kilowattheure à la maison, on peut espérer avoir une utilisation de 3 à 4 €. Je dirais que même à 5 €, hein, mais on est à 3 € du 100 km. C'est à mon sens très bien pour un 4 roues motrices, 320 chevaux. On voit les performances sont très moyennes. Certains me diront, mais on n'achète pas ça pour la performance. Alors dans ces cas-là, on l'achète pourquoi? Pour son autonomie, c'est là l'argument des 750 km. Et bien dans ces cas-là, il fallait faire un véhicule qui soit beaucoup plus léger. Et ça fait 30 ans que nos constructeurs français, européens et d'autres font des véhicules qui grossissent, ils sont de plus en plus lourds. Et là où on aurait dû encore une fois vider la caisse, eh bien on se retrouve avec un gros pachyderme. Donc on demande quand même à un véhicule à ce prix-là qui soit luxueux, et qui répondent en tout cas à une certaine demande. Donc vous verrez que malheureusement, les gens ne sont pas dupes. Comme je l'ai déjà dit, la DS7, elle se vend en fait à une clientèle qui est type Peugeot Citroën, 3008, éventuellement C5 Aircross, et en neuf ou en occasion qui veulent se démarquer. Après, quand on arrive sur des modèles allemands, je ne vais pas refaire ma vidéo de la dernière fois, je pense que les gens s'orientent plus sur un modèle allemand, mais c'est la même chose partout. Quand tu vois le prix d'un SQ6, par exemple, e-tron, qui est aux alentours des 80-90 000 €, donc en électrique, et que tu as son homologue du même groupe de Volkswagen, les types, ils achètent un Macan. Donc le Macan, il s'est déchiré en termes de vente quand il a été lancé. On verra s'il continue. Il est dans le top 20, je crois. C'est un truc de fou, top 10. Mais voilà, le Q6 e-tron et le SQ6 e-tron, au niveau de la clientèle, je pense que c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà, les gens préféreront aller chez Porsche pour le même prix que chez Audi. Donc je pense que ça sera la même problématique, c'est qu'il est parti trop. Alors a priori, il y aurait une version qui serait plus aux alentours peut-être des 56 000. Je dirais qu'une simple traction avec la grosse batterie, un 3008 ou une 408 qui sera une plus petite batterie de 86 kWh normalement chez ACC. On est aujourd'hui à 47 000, je crois, si d'ailleurs je ne dis pas de bêtises, et juste en dessous du palier, ça vaut en dessous de 50. Donc le prix de départ, on va dire, de la DS numéro 8 est trop élevé. Mais tous les constructeurs, que ce soit BYD ou même Volkswagen ou d'autres, même Renault, on le voit dans la gamme surtout électrique, ils sont obligés de positionner les modèles et après, ils positionnent le prix en fonction en fait de la position du modèle. Donc là, c'est pareil pour le groupe Stellantis. Ils positionnent en fait les différents modèles et en fonction du prix de chacun ou quoi, et ils font des sortes de comparaisons. Sauf que je veux bien, mais
qui va les mettre entre 55 et 65 000 euros, mettons, pour un véhicule qui, c'est peut-être du premium à la française, mais est-ce que ça les vaut? Pour moi, non. Ça ne devrait pas valoir plus de 50 000 euros, 55 000 vraiment en 4 roues motrices, mais on va voir que ça va être délirant, 65, 70, puis encore une fois, comme je te l'ai dit, ça va être très intéressant, je pense, d'occasion, parce que ça va fortement décoter, et contrairement à son homologue, encore une fois, Citroën C6, le gros avantage, quelqu'un qui a des panneaux photovoltaïques, il va pouvoir rouler dans une bagnole, je pense, à 20 000 balles, qui lui coûtera rien en usage, franchement, avec 10-20 000 km par an. Moi, je ne l'achetais pas forcément d'occasion, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus forcément envie d'acheter d'occasion, mais je pourrais comprendre que quelqu'un qui n'a pas forcément les budgets d'acheter un véhicule à 40 000 euros, bah, à 20-30 000 euros, tu vas voir, hein, dans les 2-3 ans, elle aura perdu la moitié. Donc je pense qu'au bout de 3 ans, c'est la logique, et puis je pense qu'il n'y aura pas forcément une demande, elle va être aux alentours des 30 000, donc à partir de 20-30 000, vous me direz ce que vous en pensez, on refera peut-être une vidéo. Je pense que ça sera une très très belle occasion s'il y a des décotes importantes. Comme la Mégane par exemple, au départ, l'Iconic était pratiquement entre 45, elle était à 46 000 de mémoire, je crois. Elle était entre 45 et 50 000 sans pompe à chaleur, et aujourd'hui tu en trouves, au bout de 3 ans, 50 000, même très peu kilométrés, 20-30 000 km, on trouve aux alentours des 25 000 euros. Et c'est pareil d'ailleurs pour la petite MG4, elle décote pas mal. Donc c'est un véhicule, je pense que c'est inévitable. Plus c'est gros, plus ça décote. Et comme c'est souvent, on va dire, pourcentage, eh bien obligatoirement, la somme in fine va être quand même très importante. Donc 60 000 divisé par 2. Et plus le véhicule va monter en gamme, plus le véhicule sera optionné, et bien en fait il y aura logiquement des ristournes très très importantes. C'est le cas par exemple quand tu prends une Boxster, entre une Boxster et une Boxster S, si c'est toujours le cas, parce que je regarde plus, c'est tellement délirant aujourd'hui, à l'époque c'était toujours à peu près 10 000 euros d'écart, et d'occasion, à l'époque, c'était entre 2 et 3, 4 000 euros grand maximum en fonction des options de la Boxster S qui pourrait en avoir plus au-delà de double sortie d'échappement, et puis des disques percés, etc. ventilés. Donc il y avait ce que tu payais neuf avec option ou finition, eh bien d'occasion, il y avait très peu d'écart en fait avec celle de base, sauf si elle est pourrie, hein. Mais là ça sera pas le cas, ça sera un très bon véhicule. Honnêtement, celle de base, si elle sort à 56 000 mettons, elle va vite taper à 20 000 balles. Hein. Donc franchement, mettre 20 000 balles, donc ça sera quoi? Ça sera la batterie normalement de 73 kWh, donc brute, avec le moteur, je crois que c'est pas 210, mais ça sera certainement 230 chevaux. Bon, ça fera dans les 9 secondes, il y aura un petit couple, donc ça sera très agréable, il n'y aura pas une charge fantastique, il y aura une autonomie assez moyenne par rapport à l'autonomie par rapport à la taille de la batterie. C'est juste ça, voilà, 400 km, et voilà, ça sera, je pense en tout cas, assez intéressant. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, si on est à peu près en phase, et est-ce que franchement, ça pourra valoir le coup? Eh bien, à un moment donné, entre 20 et 30 000 euros, ça sera une très belle alternative, éventuellement, à des véhicules chinois, à des véhicules comme Tesla, et qui seront certainement quand même plus prestigieux.